Aujourd'hui, je vais vous parler du complexe d'Oedipe et de la façon dont la théorie freudienne masque la réalité de l'inceste. Pour commencer, je vais quand même mentionner quelques apports de la psychanalyse. La psychanalyse a apporté quelques éléments intéressants à l'époque où elle s'est développée, à savoir l'écoute de la parole du patient et la prise en compte de son vécu subjectif et la réflexion autour du sens des symptômes qu'il ne faudrait pas chercher simplement et immédiatement à supprimer. Tous ces éléments étaient quand même assez révolutionnaires à l'époque. Cette précision faite, la psychanalyse freudienne est hautement problématique à plusieurs niveaux, et tout particulièrement en ce qui concerne l'inceste. Je précise, avant qu'on me fasse la remarque, que j'ai bien conscience qu'il existe une multitude de courants psychanalytiques, que toute la psychanalyse ne se résume pas à Freud et encore moins au complexe d'Oedipe, et qu'ici je vais parler en particulier de Freud et du complexe d'Oedipe, parce que contrairement à ce que certains et certaines pensent, c'est une théorie qui est encore très très présente aujourd'hui et qui a encore des effets dramatiques sur les victimes d'inceste et sur la perception de l'inceste dans la société et même sur la perception des enfants en général finalement. Alors on va laisser de côté les problèmes déontologiques de Freud et de ses confrères à l'époque. Par exemple, Freud mangeait le dimanche avec ses patients et il a aussi fait la psychanalyse de sa propre fille. Honnêtement, quoi de plus incestuel que ça? On va laisser aussi de côté le fait que les personnes dont il a publié les cas, le cas Dora par exemple, ou le cas de l'homme loup, ont souffert et n'ont jamais donné leur accord pour ça. Et on va laisser aussi de côté le fait que sa théorie est absolument individualiste et dépolitisée, ne prenant jamais en compte les facteurs sociaux, économiques et culturels. C'est aussi sexiste, mais bon, comme toutes les pensées de l'époque. Une autre petite précision. Je n'attaque pas la psychanalyse pour défendre une autre chapelle. En fait, je pense que la négation de l'inceste est partout. Ce sont simplement les théories pour la nier qui diffèrent d'un courant à l'autre. Mais dans certains domaines, quand même, cette négation est plus centrale que dans d'autres. Je trouve que cette négation est particulièrement centrale dans la psychanalyse, puisque, en tout cas selon certains professeurs de psychanalyse que j'ai à la fac, la psychanalyse est née du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire du moment où Freud décide que les hystériques n'ont pas été victimes de violences sexuelles réelles, mais ont fantasmé l'inceste, et qu'elles sont traumatisées par leur fantasme pour faire vite. Donc en fait, la psychanalyse est née d'une négation de l'inceste en quelque sorte, même si après il y a eu beaucoup de courants, que les choses ont évolué, etc. Mais par exemple, je n'aime pas non plus le cognitivisme ou le scientisme, cette façon de considérer l'esprit humain comme un ensemble de neurones sans subjectivité, et je ne pense pas que laisser de côté la complexité du psychisme humain va permettre d'avancer. D'ailleurs, dans les cours non psychanalytiques, les violences sexuelles sur les enfants ne sont jamais abordées non plus, et la théorie des faux souvenirs est très prégnante, sans jamais que ne soient rappelés les chiffres sur l'inceste. Mais disons que là, c'est quand même moins central et qu'on n'en entend pas parler tous les 4 matins, alors que l'Oedipe, c'est partout, tout le temps, en tout cas dans mes cours. Et en fait, vu les témoignages que j'ai pu recevoir sur Instagram, alors de personnes qui sont dans la même fac que moi, mais aussi de personnes qui sont dans d'autres facs, voire qui sont étudiants ou étudiantes pour devenir éduxp, infirmiers, infirmières, etc., c'est aussi extrêmement présent, partout en France. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par la théorie de la séduction, qu'il faudrait plutôt appeler théorie de l'agression, sinon on comprend mal de quoi il s'agit. Parce que dans le langage courant, séduction n'a pas vraiment le sens d'agression. Dans un premier temps, Freud fait l'hypothèse que les psychonévroses seraient causées par un traumatisme refoulé lié au passé. Dans l'étiologie de l'hystérie en 1896, il précise que ces scènes traumatiques seraient toujours, selon lui, d'origine sexuelle, et c'est justement ce qu'on appelle la théorie de la séduction ou la neurotica. Les symptômes seraient le résultat du refoulement d'un abus sexuel vécu dans l'enfance, ce qui là aussi est assez réducteur car les traumatismes ne sont pas forcément liés à des violences sexuelles. Pour Freud, ce n'est d'ailleurs pas l'événement en lui-même qui serait traumatique, mais le sens qu'on lui donnerait après coup. Il faudrait donc que l'individu ait atteint la maturité sexuelle pour éprouver la portée traumatique de l'événement, par le biais d'une scène actuelle faisant écho à la scène passée, lui conférant alors un sens nouveau, sexuel. Le traumatisme se produirait donc en 2 temps. Le premier temps serait celui de la séduction, donc de l'agression,
où l'enfant ne peut répondre, comprendre, intégrer l'expérience, et la séduction produit alors un effroi sexuel. Selon Freud, cette première scène n'entraîne pas directement la névrose, elle reste sans effet immédiat, justement parce que l'enfant ne comprend pas. C'est seulement au second temps qu'un nouvel événement vient évoquer le souvenir du premier et que celui-ci est refoulé, étant alors à l'origine du symptôme. Autrement dit, la scène dite traumatique ne devient traumatique que lorsque, devenue souvenir, elle est évoquée par la répétition d'une scène analogue qui a lieu à une période ultérieure. Je vais vous donner un exemple. Alors j'en profite pour vous dire que le terme attouchement, je le trouve insupportable parce qu'il minimise les violences sexuelles. La définition du terme attouchement, c'est caresse légère, faite par affection et destinée à procurer du plaisir. Voilà. Donc je ne vais pas dire attouchement, mais bien agression sexuelle. Donc admettons un enfant de 8 ans est victime d'une agression sexuelle avec un adulte qui touche ses parties intimes. L'enfant ne comprend pas ce qui se passe et n'y pense plus. Et une fois qu'il a atteint la puberté, il a des représentations sexuelles, il se rend compte de ce qu'est la sexualité adulte, et il a les capacités de réfléchir autour des notions de sexualité, des actes sexuels, etc. Et à ce moment-là, il y a un deuxième événement qui va, par association, évoquer le premier. C'est pas forcément un événement sexuel. Alors ça peut arriver que par exemple c'est au moment de l'adolescence ou à l'âge adulte quand la victime a pour la première fois par exemple un rapport sexuel, que ça va faire écho à l'événement passé et qu'elle va se dire « Ah, c'est pas normal ce qui s'est passé ». Ça peut être aussi un truc qui n'a rien à voir en apparence avec la sexualité. Par exemple, revenir dans un lieu qui ressemble à celui où a eu lieu l'agression sexuelle, ou entendre des mots qui ressemblent à ceux qui ont été dits par l'agresseur, etc. Et en fait, ce serait seulement à ce moment-là que la victime prendrait conscience de ce qu'elle a subi et donc qu'elle refoulerait l'événement parce que ça deviendrait inconciliable dans son esprit. Là aussi, c'est discutable car l'événement peut très bien être traumatique en soi, et si en effet certaines victimes prennent conscience de la signification sexuelle d'un événement à l'âge adulte, la majorité sont traumatisées dès l'enfance et manifestent des symptômes bien avant la puberté. En fait, pour parler de ma propre expérience, il y a eu certaines agressions. J'avais pas du tout compris que c'était des agressions sexuelles. Et en effet, je ne les avais jamais oubliées. Juste, j'y pensais pas, quoi. Et c'est après coup que, à l'âge adulte, bien après, que je me suis rendu compte que c'était pas normal. Typiquement des agressions sous couvert de soins par des personnes référentes qui sont censées juste te soigner normalement ou te laver normalement. Mais il y a aussi d'autres agressions où j'avais bien conscience que c'était pas du tout normal, où j'ai été traumatisée directement en fait. Enfin, j'avais directement des douleurs physiques, des problèmes pour dormir, des flashs quand j'étais petite. Au moment de m'endormir, je n'arrivais pas à dormir parce que dans mon cerveau, j'avais toujours une épée qui essayait de venir dans mon sexe. Et donc dans ma tête, j'essayais toujours de repousser l'épée, et en fait elle revenait toujours et j'arrivais pas. Mais donc j'étais déjà traumatisée en fait. Bon bref, du coup je comprends pas trop cette théorie de l'après-coup. Enfin, je comprends dans certaines situations, mais dans d'autres je trouve qu'elle est pas du tout adaptée. Et il y a même un truc pour moi qui est un peu une négation de la souffrance des enfants. Et du fait qu'en fait, si on comprend pas le traumatisme, ça va quoi. Tant qu'on le comprend pas, c'est ok. Mais bon, c'est le moins pire de ce qu'a dit Freud. Et donc selon Freud, justement, si ces réminiscences continuent à avoir tant d'effets sur les personnes, c'est parce que les événements en cause n'ont donné lieu à aucune réaction, à aucune réponse de la part du sujet. Les symptômes hystériques, notamment, seraient donc le produit d'affects coincés qui trouvent alors à se loger dans le corps et qui exercent des effets pathogènes. Ce sont des symptômes de conversion qu'on appellerait aujourd'hui des symptômes dissociatifs somatoformes. Alors pour essayer de résumer très rapidement, pour Freud, il y a 2 types de structures de la personnalité, la structure psychotique et la structure névrotique. La structure névrotique, ça fait référence à l'hystérie, à la phobie ou à l'obsession. Dans la phobie, on a un déplacement, donc il y a quelque chose qui provoque une peur chez le sujet. Il l'extériorise et le projette sur un objet, typiquement une phobie d'un animal ou d'une situation ou d'une personne, etc. Dans l'obsession, il y a une compulsion, avec un besoin irrépressible de vérifier, une pulsion du ça qui contraint le sujet avec des actes, des pensées, avec un soulagement temporaire, puis l'angoisse qui revient, enfin, voilà. Et dans l'hystérie, il y a ce qu'on appelle la conversion. Donc en gros, il y a un conflit intrapsychique et le conflit se manifeste au niveau du corps. Et toujours dans
l'étiologie de l'hystérie, justement, Freud distingue l'hystérie de la névrose obsessionnelle. Alors ça, je trouve ça hyper bizarre, mais bref. En affirmant que l'hystérie, ça renverrait à une scène vécue de façon passive en des temps présexuels, tandis que la névrose obsessionnelle, ça renverrait à une activité sexuelle dans l'enfance aussi, mais éprouvée avec plaisir. C'est-à-dire, en gros, des enfants qui ont agressé d'autres enfants. Mais Freud suggère qu'il y a eu une scène de séduction d'abord, avant que l'enfant devienne séducteur à son tour, remplacer séduction et séducteur par agression et agresseur. En gros, si vous êtes hystérique, c'est que vous avez subi et que vous avez été passif et que vous n'avez pas eu de plaisir. Mais si vous êtes obsessionnel, c'est que vous avez été actif et que vous avez pris du plaisir en ayant agressé quelqu'un. D'où la culpabilité dans le trouble obsessionnel compulsif, quoi. Après, ce qui est complexe chez Freud, c'est que ces théories évoluent au fil du temps et que c'est difficile d'aborder toutes les évolutions. Justement, cette distinction-là, il va y revenir plus tard. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au terme de sa carrière, à la toute fin, il continue d'affirmer que les hystériques souffrent non de violences réellement vécues, mais bien de fantasmes incestueux, qu'elles refoulent à cause de l'interdit qui frappe ces mêmes fantasmes. On voit donc que même dans la première théorie, certains éléments posent problème, comme la distinction nette entre activité sexuelle passive et active, entre absence de réaction et prise de plaisir, la volonté de systématiquement retrouver des cas de violence sexuelle chez ces patientes, et la généralisation de la théorie de l'après-coup, suggérant que les enfants ne pourraient souffrir de ce qu'ils ont subi avant d'avoir atteint la puberté. Et donc nous arrivons à la question du fantasme. En 1897, Freud abandonne cette théorie et met au premier plan le fantasme. Le symptôme serait finalement causé par un fantasme sexuel issu de la sexualité infantile et du complexe d'Œdipe. Plus précisément, il serait causé par un refoulement issu d'un conflit entre un désir sexuel et un interdit. Dans une lettre à Fliess du 21 septembre 1897, il explique justement cet abandon. C'est la conséquence de plusieurs constats qu'il fait. Le premier, c'est l'impossibilité répétée pour Freud de mener à son terme plusieurs analyses du fait de l'arrêt des malades en cours de cure, ainsi que l'absence d'un succès total dans ces entreprises. Bon, il aurait juste pu se dire qu'il ne savait simplement pas soigner les traumas, mais bon. Le deuxième, c'est la surprise de constater que dans le récit des malades, l'auteur de la séduction traumatique est le plus souvent le père, qui est donc un pervers. Je cite Freud, puis aussi la surprise de constater que, dans chacun des cas, il fallait accuser le père, et ceci sans exclure le mien de perversion, la notion de la fréquence inattendue de l'hystérie où se retrouve chaque fois la même cause déterminante, alors qu'une telle généralisation des actes pervers commis envers des enfants semblait peu croyable. Alors on rappelle que le père de Freud lui-même était un incesteur, et on voit avec cette citation qu'en fait c'est le côté trop récurrent des violences commises sur les enfants qui semble lui poser problème, alors qu'aujourd'hui on connaît les chiffres. Après, pour revenir sur la première théorie de Freud, s'il cherchait à induire des souvenirs de violences sexuelles même chez les patientes qui n'en avaient pas vécu, évidemment que ça pose aussi question et il aurait simplement pu se dire que les traumatismes n'étaient pas forcément d'ordre sexuel. Ça pouvait être tout type de maltraitance, des violences sexuelles, mais aussi physiques, psychologiques, de la négligence, un climat incestuel, ça peut être énormément de choses, mais bon, il avait besoin de trouver une seule cause aux symptômes. Le troisième constat, c'est l'idée selon laquelle, dans l'inconscient, aucun indice de réalité n'existe, ne permettant pas alors de distinguer la vérité de la fiction. Faisant le lien entre le deuxième et le troisième constat, Freud ajoute un élément décisif, je cite, « C'est pourquoi une solution reste possible. Elle est fournie par le fait que le fantasme sexuel se joue toujours autour des parents. » Ici, il opère une distinction déterminante entre réalité historique et matérielle d'une part, et réalité psychique et fantasmatique d'autre part. Et c'est dans ce partage entre les réalités que le père pervers vient occuper une autre position dans l'étiologie de la névrose, en le faisant passer de la place du prédateur réel qu'il s'agirait alors d'identifier dans l'histoire du sujet, à sa fonction dans le sexuel et dans le fantasme oedipien. Le fantasme apparaît alors comme un scénario ou une mise en scène inconsciente dans laquelle le sujet se trouve et dont l'histoire porte sur la réalisation d'une satisfaction sexuelle, d'un désir.
Ce passage d'un traumatisme issu d'un événement sexuel extérieur mis en acte par un pervers à une poussée sexuelle interne se réaffirme, notamment dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, avec la découverte de la sexualité polymorphiquement perverse de l'enfant. Et Freud écrit dans Ma vie et la psychanalyse en 1925 : Je dus cependant reconnaître que ces scènes de séduction n'avaient jamais eu lieu, qu'elles n'étaient que des fantasmes imaginés par mes patients. Les symptômes névrotiques ne se reliaient pas directement à des événements réels, mais à des fantasmes de désir. Pour la névrose, la réalité psychique avait plus d'importance que la matérielle. Ce n'est donc plus de réminiscences dont souffre l'hystérique, mais bien de fantasmes. Le symptôme met donc en scène un fantasme, il est porteur d'une satisfaction sexuelle, et en même temps, il exprime la défense contre cette satisfaction sexuelle. C'est donc le résultat d'un conflit entre 2 forces opposées, et ce symptôme a valeur de compromis. C'est ce que Freud explique dans Mes vues sur le rôle de la sexualité dans l'étiologie des névroses. Ce n'est donc pas la sexualité que Freud abandonne dans la détermination de l'hystérie, mais bien la réalité de cette sexualité pour la mettre sur le plan du fantasme, ce qui permet l'ouverture et la mise au premier plan de la réalité psychique, de la sexualité infantile et de l'Oedipe. Et je vais maintenant vous parler de la sexualité infantile chez Freud. Alors Freud développe toute une théorie sur le développement psychosexuel de l'enfant, qu'on peut retrouver dans les 3 essais sur la théorie sexuelle de 1905. Il précise quand même que la sexualité ne se limite pas à la génitalité, mais englobe la fonction consistant à obtenir un gain de plaisir à partir de zones corporelles qui est mise après coup au service de la reproduction. Donc, pour traduire, la sexualité, ça fait pas seulement référence à l'acte sexuel génital, ça fait aussi référence à tous les orifices corporels ou toutes les sensations corporelles qui permettent d'obtenir un plaisir. Donc par exemple, manger, fumer, les caresses, les câlins, tout ça c'est de la sexualité. En fait, c'est le rapport que le corps entretient avec le monde. Et la sexualité infantile est dite auto-érotique, c'est-à-dire que l'enfant trouve le plaisir en lui-même, la pulsion se satisfait dans le corps propre de l'individu et met en jeu des pulsions partielles. Freud décrit l'enfant comme un pervers polymorphe. Alors en fait, la perversion sexuelle chez Freud, c'est tout ce qui n'est pas l'acte permettant la procréation. Donc c'est très très vaste. Par exemple, embrasser quelqu'un sur la bouche, c'est déjà une perversion pour Freud parce que ça détourne du but qui est la procréation. Et donc quand Freud explique que l'enfant est un pervers polymorphe, ça veut dire qu'il cherche la satisfaction et le plaisir par toutes les voies, et également que son besoin d'assouvissement ne connaît ni de loi ni de frein, que c'est une satisfaction à tout prix, et que l'enfant trouve toutes les voies possibles pour arriver à ce but. Et Freud précise que l'enfant est dépourvu de pudeur, qu'il pratique l'exhibitionnisme et le voyeurisme, ainsi que le masochisme et le sadisme. Donc le développement psychosexuel infantile passe par le stade oral. Freud affirme que le suçotement est une manifestation sexuelle infantile parce qu'empreinte de volupté. Il y voit même le prototype de toute satisfaction ultérieure. Je cite : « Quand on a vu un enfant rassasié abandonner le sein, retomber dans les bras de sa mère et, les joues rouges, avec un sourire heureux, s'endormir, on ne peut manquer de dire que cette image reste le modèle et l'expression de la satisfaction sexuelle qu'il connaîtra plus tard. » À cette première phase succède la phase auto-érotique dite anale ou sadique anale, dans la mesure où c'est l'anus, autre orifice en lien avec l'alimentation, qui joue un rôle déterminant pour l'enfant et qui se trouve privilégié comme zone érogène. Et donc l'érotisme anal est principalement lié à la rétention et l'expulsion des matières fécales. L'enfant prend un plaisir dans le contrôle de ses sphincters, ce qui n'est pas sans lien avec la demande de l'adulte, à laquelle il répond ou non par ce biais, donc ça fait référence à l'acquisition de la propreté. L'objet pulsionnel de cette phase est donc les selles, mais pas seulement. La mère et l'entourage sont aussi des objets à maîtriser et à manipuler. Et c'est pour ça que Freud parle de sadisme. Il y a à la fois un plaisir pris à la stimulation de la zone anale lors de la défécation, mais également la recherche d'une pression relationnelle sur les objets et les personnes qui commence à se différencier de l'enfant. Le 3e stade auto-érotique est le stade phallique. La zone érogène est celle des organes génitaux, donc clitoris, pénis, et c'est entre autres lors de la miction ou des soins donnés à l'enfant que le plaisir et la stimulation sexuelle sont ressentis, jusqu'à l'activité masturbatoire de l'enfant. Alors on pourrait se demander comment
les parents de Freud le nettoyaient pour que ça le stimule à ce point sexuellement. Et moi, c'est là où ça me pose énormément de problèmes. Il explique que les activités auto-érotiques sont accompagnées de fantasmes impliquant une autre personne, à savoir le parent. Donc, pour que vous ayez bien compris, Freud explique que lors du stade phallique, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, l'enfant est stimulé sexuellement et excité sexuellement par les soins que lui donne le parent, qu'il se masturbe, et qu'en se masturbant, il a des fantasmes impliquant son parent. Alors moi, quand il me décrit ça, je vois des enfants victimes d'inceste ou, à minima, qui grandissent dans un climat incestuel, en fait. Enfin, là, c'est littéralement la description d'enfants victimes qui donc sont stimulés sexuellement par les adultes, qui peuvent ressentir une excitation sexuelle débordante parce que ça effracte leur psychisme, mais aussi leur corps, et qui se touchent avec des images intrusives, mais donc des images qui ont été imposées par l'adulte qui l'a agressé, pas des images qu'il a lui-même créées et qui sont normales dans un développement psychosexuel normal chez l'enfant. Bref, du coup, le complexe d'Oedipe a lieu pendant le stade phallique, et c'est son refoulement à la fin de ce stade qui va endiguer la sexualité dite perverse polymorphe avec l'installation d'une période de latence, c'est-à-dire une période pendant laquelle les intérêts sexuels et les pratiques masturbatoires sont réprimés. Ça fait référence à la période entre 6 ans et la puberté, à peu près. Et c'est là, justement, qu'apparaissent le dégoût et la pudeur et une instauration progressive des interdits du surmoi. Ce qui a été refoulé de la vie sexuelle infantile est renforcé par la morale et donc par l'éducation. Et ces impressions de l'enfance n'ont pas disparu, elles sont maintenues à l'écart de la conscience par le refoulement. Elles persistent donc et laissent des traces, aussi bien dans la sexualité adulte que dans les symptômes. Et pour finir, la puberté correspond au stade génital avec le réveil de la sexualité. Donc nous allons développer ce qui concerne les fantasmes incestueux. La première occurrence de l'Oedipe émerge dans la correspondance de Freud à Fliess et date de 1897. Il écrit « J'ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père. Sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants. On notera donc que Freud se contente de partir de sa propre expérience, lui qui a par ailleurs grandi dans une famille incestueuse avec un père agresseur, pour l'ériger en théorie universelle. Et donc pour rappel, je l'ai déjà dit plus tôt, les désirs oedipiens apparaissent pour Freud entre 3 et 5 ans, c'est-à-dire au moment de ce qu'il nomme le stade phallique. En d'autres termes, c'est le moment où la sexualité infantile se concentre sur les organes génitaux et que l'enfant tente de symboliser la différence entre les sexes. Le pénis du petit garçon est investi d'une grande valeur par les sensations qu'il lui procure. Ces sensations ont une origine spontanée, mais sont également générées par les soins donnés à l'enfant, et l'enfant va chercher à répéter ces sensations de plaisir par la masturbation, qui, au cours du complexe d'Oedipe, sera accompagnée de fantasmes oedipiens. Et là, je vous lis noir sur blanc le cours qu'on nous a donné à la fac. Si la masturbation infantile a à voir avec le complexe d'Oedipe, c'est dans la mesure où elle a pour but de résoudre la tension sexuelle liée aux désirs incestueux. Elle a pour fonction de décharger l'excitation sexuelle que ces désirs font naître. L'organisation de la libido au stade phallique est donc semblable dans une certaine mesure avec la sexualité adulte puisqu'elle concerne les organes génitaux. Cependant, là où elles s'en distinguent radicalement, c'est que la différence sexuelle n'est pas reconnue comme telle. Il n'existerait qu'un seul sexe pour l'enfant, le pénis, qui serait soit présent ou soit absent. Freud écrit dans La disparition du complexe d'Oedipe, lorsque le garçon a tourné son intérêt vers l'organe génital, il trahit d'ailleurs cela en s'en occupant copieusement avec la main, et il doit alors faire l'expérience que les adultes ne sont pas d'accord avec cet agissement. La masturbation de l'enfant, observable par l'entourage, va être le fruit d'une parole d'interdiction, et c'est par une menace que le parent va lui interdire de continuer à s'intéresser à son pénis. C'est la menace de castration. La satisfaction des désirs oedipiens impliquerait donc forcément pour le garçon la perte du pénis. Il se retrouve donc face à un conflit entre l'intérêt narcissique qu'il porte à son pénis et l'investissement sexuel qu'il fait de ses parents. Ce conflit le met face à un choix. Soit il conserve l'investissement à ses parents, mais au risque de perdre son pénis, soit il renonce à cet investissement et il conserve intacte son intégrité physique. C'est donc l'angoisse de castration qui met fin au complexe d'Oedipe chez le garçon. L'enjeu fondamental de la traversée de l'Oedipe concerne l'inceste avec la mère et son interdit. C'est par l'introjection de cet interdit fondamental que se mettrait en place la différence des générations et la différence des sexes,
et le renoncement au souhait oedipien serait relayé, remplacé par des identifications constituant la base du surmoi, ce qui suppose la soumission à la loi symbolique et donc la condition d'entrée dans la culture. Franchement, je me demande toujours en quoi l'interdit de l'inceste est une condition d'entrée dans la culture quand on voit à quel point les violences incestueuses sont répandues en fait, mais bref. C'est la même chose que pour l'anthropologie classique, hein. Mettre en place des théories qui en fait masquent la réalité de l'inceste. Et pour ça, je vous invite à lire Dorothée Ducy. Qu'en est-il pour la petite fille ? Dans un premier temps, la sexualité de la petite fille est en tout point comparable à celle du garçon. C'est une sexualité phallique, c'est-à-dire une sexualité gouvernée par l'activité et centrée sur le clitoris, conçue comme un équivalent du pénis et adressée à la mère. C'est au moment de la découverte de la différence des sexes que s'enclenche pour la petite fille le complexe de castration. À l'instant même où elle voit le pénis du garçon, elle sait qu'elle ne l'a pas et veut l'avoir. La petite fille va remarquer le pénis, visible de manière frappante et bien dimensionné, on voit que Freud aimait sa bite, le reconnaît aussitôt comme la contrepartie supérieure de son propre organe, petit et caché, et elle a dès lors succombé à l'envie du pénis. En voyant le pénis, la petite fille fait le constat de son infériorité. C'est une véritable blessure narcissique que lui inflige la vue du pénis, car elle reconnaît le fait de sa castration et par là même la supériorité de l'homme et sa propre infériorité. La petite fille va alors délaisser sa sexualité masculine originaire, c'est-à-dire renoncer à la masturbation, le clitoris étant perçu comme un pénis atrophié, et abandonner la mère comme objet d'amour, la mère étant reconnue elle aussi comme castrée. C'est donc l'envie du pénis, le complexe de castration, qui fait entrer la petite fille dans l'Oedipe proprement dit. Et l'équivalent chez la fille de l'angoisse de castration serait l'angoisse de perdre l'amour du parent, et c'est ça qui la ferait renoncer, finalement, aux désirs incestueux envers le père. Voilà. Alors là, je l'ai pas mis dans mes notes, mais pour la petite anecdote, Freud établit 3 types de destin par rapport à la petite fille. Il y en a que un qui est correct, et les 2 autres, c'est des destins problématiques ou tragiques, quoi. Le premier, c'est que la femme n'accepte jamais d'être castrée, et donc elle renonce à toute forme de sexualité à l'âge adulte et devient une femme frigide. Le deuxième, c'est que la femme ne supporte pas non plus de ne pas avoir de pénis, et donc elle décide de devenir une femme virile, indépendante, et de prendre un peu la place de l'homme. Et le troisième destin possible, qui est le bon pour Freud, c'est que la femme décide d'avoir un enfant et que l'enfant devient l'équivalent du pénis pour elle. Alors je veux bien qu'il y a un côté symbolique par rapport au pénis et que ça symbolise la force, la puissance, le pouvoir, voilà. Mais même en fait, ça reste un énorme bullshit. Et en plus, honnêtement, quand on lit les textes et même quand on entend les profs, on a du mal à voir en quoi c'est purement symbolique. Rien qu'avec le fait de parler de masturbation en fait. Freud suppose donc que les symptômes névrotiques constituent des accomplissements de désirs sexuels qui se réalisent sous forme déplacée, modifiée par compromis avec la défense. Le conflit psychique du névrosé est un conflit oedipien, entre d'une part les désirs incestueux et parricides, et d'autre part les interdits frappant ces mêmes désirs. Pour qu'on ne me reproche pas d'éluder une partie du discours de Freud, celui-ci précise quand même, dans les leçons d'introduction à la psychanalyse en 1916-1917, que « nous pressentons aussi que le point de vue traumatique ne devra peut-être pas être abandonné comme erroné. Il devra trouver sa place et son rang ailleurs. » Ce qu'il veut dire, et là je vais vous citer une phrase de mon cours aussi. Donc je cite ma prof, dont je tairai le nom pour pas me faire accuser de diffamation, même si tous les étudiants ont entre les mains son cours. Ce qu'il veut dire, c'est que les traumatismes réels ne sont pas nécessaires dans la névrose, à savoir que les fantasmes ont la même portée, les mêmes effets, agissent de la même manière que des traumatismes vécus. Cette découverte le conduit à reconnaître que l'inconscient traite de la même manière les expériences vécues et le fantasme. Voilà ce qu'on nous apprend en cours. Parce que même si j'ai synthétisé, même si j'ai réorganisé, etc., la majeure partie de ce que je vous donne là, c'est noir sur blanc ce qu'on apprend en cours en fait. Et s'il y a des défenseurs, défenseuses de la psychanalyse qui disent que le complexe d'Oedipe n'a rien à voir avec une sexualité génitale ou avec des désirs incestueux au sens sexuel du terme, mais que ça représenterait la question de l'amour, de l'attachement, de l'affection, d'une forme de jalousie, d'une forme de volonté de fusion avec le parent ou de relation exclusive, etc. En fait, ça n'a jamais été abordé dans un seul de mes cours. Tout ce qu'on a vu, c'est de la masturbation infantile avec des fantasmes incestueux dans la tête, en fait.
donc faudrait peut-être revoir aussi le contenu des cours. Et s'il y a des psychanalystes qui m'écoutent et qui ne sont pas d'accord avec ça, je les invite à faire quelque chose. Parce que, vu tous les retours que j'ai eus sur Instagram, ça ne concerne même pas seulement mon université, mais bien un bon nombre d'universités en France. Alors j'avais envie de vous lire quelques citations éclairantes. Dans Névrose, psychose et perversion de 1908, dans un chapitre intitulé Les fantasmes hystériques et leur relation à la bisexualité, Freud écrit: Ainsi, les fantasmes inconscients constituent le stade psychique qui précède immédiatement toute une série de symptômes hystériques. Les symptômes hystériques ne sont rien d'autre que les fantasmes inconscients. Il y a quand même une exclusion de tout traumatisme réel possible dans ce type de formulation. Sinon, dans un échantillon de travail psychanalytique qui date de 1938, je vais vous citer un petit passage à propos du garçon et un petit passage à propos de la petite fille. Quand le garçon, à partir de 2 ou 3 ans, est entré dans la phase phallique de son développement libidinal, qu'il reçoit de son membre sexué des sensations empreintes de plaisir qu'il a appris à se procurer à son gré par une stimulation manuelle, il devient l'amant de la mère. Il souhaite la posséder corporellement dans les formes qu'il a devinées par ses observations de la vie sexuelle et par les intuitions qu'il en a. Il cherche à la séduire en lui montrant son membre masculin, qu'il est fier de posséder. À propos de la petite fille maintenant, la fillette se met à la place de la mère, ainsi qu'elle l'a toujours fait dans ses jeux. Elle veut la remplacer auprès du père, et elle hait maintenant la mère auparavant aimée, avec une double motivation, par jalousie et par vexation à cause du pénis refusé. Son nouveau rapport au père peut d'abord avoir pour contenu le souhait de disposer de son pénis, mais il atteint son point culminant dans un autre souhait, celui de recevoir comme cadeau un enfant de lui. Et alors je vais quand même vous lire une petite citation de Dolto, issue de sa thèse Sexualité féminine, parce que Dolto, les dingueries qu'elle a dites sur l'inceste, et en plus il y a encore tellement d'écoles qui portent son nom. Dolto, c'est vraiment quelqu'un qui a dit que les enfants étaient responsables de séduire les parents, qu'ils étaient responsables de ce que les parents leur faisaient, parce que à partir du moment où ils étaient au courant de la loi, s'ils se laissaient faire, c'est qu'ils étaient complices. Et également que les enfants prenaient leurs pieds et que s'ils étaient vraiment traumatisés, en fait, ils en seraient morts. Voilà, c'est le genre de truc qu'elle dit. Donc Dolto écrit: On doit réserver le nom de complexe d'Oedipe à ce désir qui occupe tout l'imaginaire, celui d'enfantement d'un couple génito-génital, dans l'étreinte d'amour et le coït, avec son propre géniteur hétérosexuel, adulte surestimé, phalliquement solaire aux yeux de la fille éblouie par lui et subjuguée dans son émotivité et dans son sexe. À la lumière de ces citations, on peut légitimement se demander en quoi, comme le répètent de nombreux défenseurs de la psychanalyse, la sexualité relève du symbolique. Il est littéralement question de masturbation, chez Freud, et de coït, chez Dolto. Par ailleurs, que ce soit symbolique ou non, les conséquences sont les mêmes, désastreuses pour les victimes. Et si la sexualité ne veut pas dire sexualité, si pénis ne veut pas dire pénis, pourquoi ne pas choisir d'autres termes pour éviter la confusion ? Pourquoi choisir des termes déjà pleins de connotations ? Sinon pour générer précisément de la confusion. Un peu les mécanismes qu'on retrouve dans les familles incestueuses finalement. Ce qu'on dit n'est pas ce qu'on dit, entre nous on le sait. Ce qu'on fait c'est pas vraiment ce qu'on fait. Et finalement ce sont les enfants qui portent les désirs incestueux, pas les parents. En plus, si jamais on dit que le complexe d'Oedipe ne correspond pas à notre expérience, si l'on refuse les théories psychanalytiques, ce sera tout de suite perçu comme une résistance. Le fonctionnement même de la psychanalyse empêche que ces postulats soient réfutés. Et en ça, parmi d'autres raisons, elle ne peut être en aucun cas scientifique. Et cette façon de parler de refoulement ou de résistance dès que quelqu'un s'oppose aux théories est profondément malhonnête, voire pervers en fait. Quelques conséquences concrètes. Les personnes qui manifestent de la souffrance ou des symptômes de stress post-traumatique peuvent très bien avoir été traumatisées par leurs propres fantasmes, sans que rien ne se soit produit dans la réalité. Les agresseurs sont donc tranquilles, et les conséquences des traumatismes ne veulent plus rien dire. Finalement, il n'y a pas une personne extérieure qui traumatise l'enfant, mais c'est lui qui se traumatise lui-même avec ses propres désirs qu'il refoule ensuite. Les conséquences, c'est donc une négation des violences réelles subies par les enfants, en particulier au sein de la famille, et une impunité offerte aux agresseurs. Puisque les malades fantasment, il n'y a personne à arrêter, à punir, à condamner, mais simplement une personne à traiter, tout se passant à l'intérieur de son propre esprit. Et puis, pour que ça passe un peu mieux, on va dire que la victime, elle a pas fait exprès de fantasmer, quoi, c'est inconscient. C'est d'ailleurs faire porter la responsabilité du traumatisme et des reviviscents sur les victimes.
Concrètement, ça donne aussi des générations de psychanalystes ou plus généralement de psychologues qui ne signalent pas les situations d'inceste, car ça pourrait être un simple fantasme de la part de l'enfant. C'est littéralement ce qu'on entend en cours de psychologie, sans rappel de déontologie, sans rappel des chiffres des violences réelles commises sur les enfants. Ça donne aussi des experts qui écrivent que l'enfant est en plein complexe d'Oedipe lorsque celui-ci révèle des violences. Je vous invite à regarder le documentaire Réinventer l'enfance d'Ève Simonet. Ève Simonet a dénoncé quand elle était petite des agressions de la part de son grand-père. Et l'expert, lors de la procédure, a dit qu'en fait, elle était juste en plein complexe d'Oedipe. Voilà. Ah, et qu'elle se comportait comme une petite fille séductrice. Et ça donne aussi des professionnels qui demandent aux victimes si elles n'ont pas fantasmé l'inceste. Et ça, j'ai reçu tellement de témoignages sur ce sujet. Vous n'imaginez même pas. Moi, ça m'enrage en fait. Tellement de victimes qui sont allées voir des psychanalystes ou des psys d'orientation psychanalytique qui leur ont dit que c'était juste du touche-pipi, qui leur ont dit mais vous avez peut-être fantasmé, non ? Qui leur ont dit que toutes les petites filles fantasmaient d'avoir des rapports sexuels avec leur père, qui leur ont dit que ça devait être quand même dur pour l'agresseur d'avoir fait ça, qui leur ont dit qu'au fond elles avaient dû aimer un peu ça. Voilà, tout ce genre de dinguerie en fait. Alors j'ai déjà parlé de ce sujet sur Instagram, là j'en reparle mais de façon plus approfondie, plus détaillée, parce que j'ai plus d'espace et plus de temps. Et des personnes ont répondu que c'était l'époque et qu'aujourd'hui les mentalités évoluaient, heureusement, et que ces théories n'étaient plus du tout d'actualité. Pourtant, sachez que justement, je reçois de nombreux témoignages de victimes d'inceste à qui des psychanalystes ont demandé en thérapie si elles n'avaient pas fantasmé les violences. Et pour être moi-même étudiante en psychologie, dans une fac très psychanalytique, je peux vous assurer que ces théories sont toujours d'actualité et toujours enseignées comme telles, sans aucune remise en question, sans aucune remise en contexte, et sans que jamais ne soient rappelés les chiffres des violences sexuelles faites aux enfants, sans que ne soient jamais étudiées les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles faites aux enfants. Et vraiment, il faut que quelque chose change parce que c'est juste impossible. Quand on voit le nombre de victimes, quand on voit comment elles sont traitées dans la société, quand on voit comment elles sont traitées par le système judiciaire, quand on voit comment elles souffrent et comment elles sont délaissées et niées et tout ce que vous voulez, c'est juste pas possible que les facultés soient gangrénées par des thérapeutes qui se permettent de tenir ce genre de discours, qui enseignent à des générations de futurs professionnels qui seront au contact direct des victimes, que ces victimes sont traumatisées par leurs propres fantasmes, qu'il n'y a aucune différence entre être violé et entre fantasmer dans sa tête, ce que tous les enfants font apparemment. Je vais m'arrêter là. Franchement, ça me dépasse. Je rappelle qu'il y a énormément de courants en psychanalyse et que là, ce que je critique, c'est en particulier les théories freudiennes, les prises de parole de Dolto sur l'inceste et tout ce qui tourne autour du complexe d'Oedipe et des fantasmes incestueux, que je ne suis pas dans cet épisode à remettre en cause toute la psychanalyse dans son ensemble, déjà parce que je ne serais pas en mesure de le faire n'ayant pas du tout tout lu. Mais là déjà il y a quelque chose à creuser, sachant que c'est vraiment ce qui est le plus enseigné à l'heure actuelle et ce qui influence le plus les professionnels et l'ensemble de la société. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.